En titre ce soir, approche par compétence ou l'apprentissage axé sur le savoir-faire, une nouvelle méthode éducative de plus en plus développée au Mali. On en saura davantage dans le Focus Éducation de ce mardi. Un litige foncier oppose les populations de Faladje, village Khan, à des particuliers depuis quelque temps. L'espace public est en passe d'être morcelé et construit par des individus. Une de nos équipes de reportage a tendu le micro aux habitants de la localité. Donald Trump a dévoilé une série de mesures destinées, selon lui, à restaurer la grandeur de l'Amérique. Certaines de ces décisions ont entraîné une hausse du cours du dollar en bourse dès ce matin. Et c'est parti pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Le concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice 2024 a été lancé vendredi dernier. Au total, 773 postes sont à pourvoir dans toutes les catégories et pour presque tous les secteurs de l'administration générale. Pour une éventuelle candidature, les postulants se sont déjà lancés dans la recherche de dossiers administratifs. Soumaïla Fani. 773 postes à pourvoir, soit la moitié du quota du dernier recrutement dans la fonction publique de l'État. Les concours de cette année portant sur l'exercice budgétaire 2024, lancé vendredi 17 janvier, concernent 848 postes dont 75 sont déjà pourvus pour les 9 corps de l'École nationale d'administration. Pour les postulants, ces quotas sont insuffisants. Il y a assez de jeunes qui sont à la recherche de ce concours. Bien évidemment. Donc je trouve que le quota est très minime pour nous les étudiants d'accéder à ce concours. Je ne sais pas trop pourquoi on n'a pas élevé le quota ici comme pour l'année dernière pour nous permettre aussi d'accéder à la fonction. La réception des dossiers de candidature commence dès demain 22 janvier et c'est jusqu'au 21 février prochain. Ainsi, pour acte de candidature, les postulants sont à pied d'œuvre pour la recherche des dossiers administratifs à fournir. J'ai commencé la recherche de documents pour aller déposer, bien évidemment, mais il y a un main qui est là parce que le fait que les gens se déploient, se battent pour venir à la recherche des dossiers, de certains dossiers qu'on doit avoir, au stade où on en est, je pense que tout doit être électronisé pour que ça soit plus facile. Les paiements doivent être plus faciles et à la portée de tout le monde pour récupérer les documents et aussi faire des paiements en ligne. Je n'ai pas trouvé de difficultés. Le délai qu'on m'a donné, j'ai accordé ça comme le délai de recrutement n'est pas fini d'abord. La date de limite de dépôt n'est pas finie. Donc j'ai accepté, on me dit de venir après demain prendre mes dossiers. J'ai dit ça c'est pas un problème, il n'y a pas de problème. Comme hier aussi était chômé, bon, j'ai pas le choix, je dois accepter pour continuer les autres activités à la fois. Après demain je reviendrai prendre mon certificat de nationalité. Pour rappel, les concours organisés fin décembre 2023, où plus de 64 000 candidats ont postulé pour 1489 postes, avaient été annulés pour des raisons de fraude. Il a été repris en mai 2024, un scénario que certains candidats souhaitent ne pas revivre cette année. Vu là où l'État avance actuellement, la corruption, on n'en pense plus maintenant. On n'en pense plus jamais. Toute personne suspecte de corruption maintenant, directement l'intéressé doit mettre dans sa tête qu'il serait puni par la loi et en vigueur. Donc compte tenu de ça, qu'une personne va mettre dans sa tête que ça soit repris cette année de cette façon. Ces concours directs de recrutement dont les épreuves sont prévues du 5 au 20 avril prochain concernent toutes les catégories et dans presque tous les secteurs de l'administration générale. Éducation toujours, pour booster le rendement scolaire, de nouvelles méthodes pédagogiques sont mises en œuvre dans l'apprentissage scolaire, parmi lesquelles l'approche par compétences. Cette méthode éducative axée sur le développement des compétences et des connaissances se distingue par l'application concrète du savoir-faire des apprenants. Soumaïla Fani. Ayant pour objectif de favoriser l'acquisition de compétences chez les apprenants, l'approche par compétences est une nouvelle méthode pédagogique qui se concentre sur le savoir-faire des apprenants pour booster le rendement scolaire. Dans cette approche, les enseignants guident les élèves dans l'utilisation et la maîtrise de compétences spécifiques. L'approche par compétences, c'est une méthode d'apprentissage qui met l'apprenant au centre de sa propre formation, surtout. Donc, il s'agit maintenant de
maintenant le maître sera comme un animateur. Donc ce ne sera plus comme maintenant l'ancienne méthode où c'est le maître qui est devant les élèves qui fait tout. Donc maintenant cette fois-ci, c'est l'élève même qui est au centre de sa propre formation, c'est l'élève qui fait des recherches, c'est l'élève maintenant qui prépare maintenant ses propres leçons et en même temps fait un résumé. Donc c'est une approche surtout basée sur la compétence de l'enfant, sur le savoir personnel maintenant de l'enfant. Pour cette pratique, les apprenants sont encouragés à apprendre en résolvant des problèmes, en travaillant en groupe et en mettant en pratique ce qu'ils ont appris. Dans l'ancienne méthode, c'est l'enseignant qui parlait plus. C'est l'enseignant qui faisait tout. Et les élèves étaient comme des récepteurs. Ils recevaient les informations. Mais maintenant, avec l'approche par compétence, les enfants sont mis en groupe, les apprenants, et ils participent plus à leur propre formation. Et l'enseignant devient le facilitateur. Inspirée par les besoins du monde professionnel, elle vise à développer des compétences pratiques indispensables pour l'avenir des apprenants. Vous savez, l'APC, si elle est bien pratiquée par les collègues, c'est de transmettre les compétences. Son objectif, c'est de faire qu'à partir quand l'enseignant, disons, quand l'élève sort du système, que l'enfant puisse déjà, disons, l'apprenant, puisse être déjà en mesure de faire quelque chose. C'est ça l'APC. C'est ça la différence entre l'APC et la méthode ancienne qui consiste à donner un enseignement général où le maître est l'omniscient, l'omnipotent, alors que cette fois-ci, c'est l'enfant qui est mis en mission, c'est l'enfant qui est mis en activité et c'est l'enfant qui fait sortir son expertise pour trouver des solutions aux différents problèmes qui sont posés, qui lui permettra d'affronter la vie réelle sur le terrain. Ce tournant éducatif rompt avec les paradigmes traditionnels où les évaluations se focalisent sur les lacunes et les erreurs. En revanche, l'APC est centré sur les réalisations et les compétences effectives, offrant une vision plus constructive et personnalisée du parcours d'apprentissage. Un différend foncier oppose la jeunesse du village Kane de Faladje à des particuliers concernant un parcelle de terrain. Ces sites, qui servent de terrain de football, accueillent également les événements communautaires des habitants de la localité. Djeneba Samake est allé voir. Selon les explications du président de la jeunesse du village Kane de Faladje, des individus se sont rendus sur ces terrains de football sur cette image, accompagnés des forces de l'ordre, pour y débuter une construction. Ces forces de l'ordre auraient reçu un mandat du procureur pour protéger les travailleurs. C'est ainsi que les jeunes ont effectué une assemblée générale où toutes les familles se sont rassemblées afin de montrer leur mécontentement. Non, on a cherché en vain, on n'a pas connu l'identité de la personne qui veut faire ça. Mais nous, on pense quand même que c'est la BMS, la banque BMS, parce qu'il y a eu il y a un historique sur le terrain là. Donc, on avait eu quelque chose avec la BMS. Déterminés comme jamais dans cette affaire, le président de la jeunesse et ses partisans ne veulent qu'une chose, que les travaux cessent et que la parcelle leur revienne de droit. Bon, n'a fɔra événement kɛyɔrɔ foyi tɛ ni terrain dɔrɔn de bɛ yan. Mɔgɔw bɛna u ka ɲɛnajɛw, denmisɛnninw bɛna ballon tanw kɛ yan. N'a fɔra k'o terrain kelen k'o feerela. Vraiment, franchement, ko kɔni a ma diya jeunesse ye, a ma diya an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye. Bon, nin ma diya mɔgɔ si ye yan. Ni baara in ka jɔ, a ka jɔ, an b'o de ɲini quoi. Cɛ, n'u m'a jateminɛ ko a ma nɔgɔn. An kɔni an b'a kan bi, an b'a kan sini. Wal terrain a tɛ se ka taa k'an to yen. N'i y'a ye a taara k'an to yen dɔrɔn c'est que an ka ko banni. Ayi, asafurulayi ko t'o la o ne ba. U k'a kɛ Ala ni kira kama, u ka an ka yɔrɔnin ye k'a to yen quoi. On veut que l'arrêt de ces travaux se fasse pour qu'on puisse trouver une solution. Je lance un appel aux autorités compétentes pour qu'ils voient notre situation et nous donner notre droit. On va rester derrière l'autorité compétente pour qu'on trouve notre droit. La mairie de la commune C du district de Bamako, qui aurait pu fournir d'amples informations à cette affaire, a été récemment dissoute par le gouvernement. Toutefois, la jeunesse du village Kane de Faladje ne compte pas rester les bras croisés. Elle a entamé des démarches dès aujourd'hui en ce sens pour éclairer l'affaire au niveau de l'urbanisme et des domaines.
Au Burkina Faso, plus d'1 million de personnes déplacées ont pu retourner dans leur localité d'origine à la fin de l'année 2024. L'annonce a été faite par la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Djeneba Samaki. D'après les conclusions du Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation, CONASUR du Burkina Faso, dans un rapport d'août 2020, plus d'1 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison du regain des violences. Ces chiffres représentaient une augmentation de 100% par rapport au début de l'année 2020, lorsque le Burkina Faso comptait quelques 450 000 déplacés internes. À la date du 31 décembre 2024, il a été enregistré le retour de 1 010 136 personnes issus de 165 375 ménages dans 397 localités d'origine, selon la ministre de l'Action humanitaire du Burkina, Passawende Kabore, qui a dirigé la 17e session ordinaire du Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation ce 16 janvier 2025. Aujourd'hui, les autorités réfléchissent à la mise en œuvre des solutions endogènes pour une résilience durable dans le cadre de la réinsertion des personnes retournées. Aux côtés du gouvernement, les partenaires humanitaires se sont engagés à fournir une assistance d'urgence à près de 3,7 millions de personnes grâce à un plan de réponse des partenaires humanitaires, a indiqué la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Les déplacés internes qui ont fui leur foyer sous la menace d'attaques armées sont souvent démunis lorsqu'elles cherchent à se mettre à l'abri. Selon les CONASUR, leurs besoins prioritaires sont le logement, la nourriture, la santé, l'argent pour les besoins immédiats et le travail. Du côté du Niger, la suspension de la chaîne de télévision privée Canal 3 a été levée. Le rédacteur en chef de la dite chaîne en garde à vue a aussi été libéré hier soir. En effet, vendredi dernier, le ministre nigérien de la Communication, Sidi Railou Mohamed, avait suspendu ce dernier pour 3 mois et les programmes de la chaîne pour 1 mois. C'est là après la diffusion d'un sujet sur l'efficacité du gouvernement. Le lendemain, M. Amadou a été interpellé et placé en garde à vue pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État et des discrédits sur les institutions de la République. Le levé de cette suspension réjouit Reporters sans frontières qui avait dénoncé les suspensions illégales du journaliste et de la chaîne. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger et l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante avaient également jugé ces sanctions non fondées et défendu le droit à la critique des médias sur l'action publique dans un communiqué. Direction les États-Unis. Dans la foulée de son investiture, Donald Trump a annoncé une série de mesures. Plusieurs de ces décisions ont fait grimper ce matin le cours du dollar en bourse. Aminata Keita. Aussitôt investi, Donald Trump a fait compromis. Il a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, gracié 1500 assaillants du Capitole et signé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et de l'OMS. Donald Trump justifie son retrait de l'OMS par l'écart des contributions financières américaines et chinoises et estime que l'OMS escroque les États-Unis. Dans son texte, M. Trump exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS et les enjoint d'identifier des partenaires américains et internationaux crédibles capables d'assumer les activités précédemment entreprises par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a regretté la décision et espère que le président américain va revenir sur son décret. Quant à l'accord de Paris sur le climat, conclu sous l'égide des Nations Unies il y a près de 10 ans et qui rassemble la quasi-totalité des États du monde, Donald Trump affirme, je cite, « Je me retire immédiatement de l'accord de Paris sur le climat, une escroquerie injuste et unilatérale. Les États-Unis ne sabotent pas leurs propres industries pendant que la Chine pollue en toute impunité. » Fin de citation, a-t-il poursuivi. Les États-Unis, deuxième pollueur mondial derrière la Chine, l'avaient déjà quitté brièvement sous le premier mandat du républicain avant que Joe Biden n'acte leur retour. Ce nouveau retrait hautement symbolique devrait entrer en vigueur dans 1 an. Le nouveau président a aussi réaffirmé lundi son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains à compter du 1er février, ce qui pourrait faire grimper l'inflation aux États-Unis.
Dans une série de décrets, Donald Trump a annoncé une foulée d'autres mesures. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donald Trump a également décrété l'état d'urgence énergétique visant à doper la production de pétrole et de gaz des États-Unis, déjà premier producteur mondial. Plusieurs de ces actions vont toutefois devoir nécessiter l'intervention du Congrès et être contestées devant les tribunaux. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau.